Bienvenue à toutes et à tous à ce quatrième webinaire thématique organisé dans le cadre du débat public sur le schéma d'évolution du réseau d'électricité, organisé par la Commission nationale du débat public, et avec pour thème ce soir les impacts du plan d'évolution du réseau électrique sur la nature. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments sur le déroulé un peu technique de la soirée. Vos micros sont désactivés par défaut. Donc voilà, on vous permettra peut-être de les ouvrir lorsque les personnes lèveront la main pendant les temps d'échange. Mais pendant les temps de présentation, vos micros sont désactivés pour que ça ne perturbe pas les présentations et ni les micros des intervenants. La rencontre est enregistrée, elle sera retranscrite et diffusée sur le site du débat. Donc, tous les échanges de ce soir seront reportés sur le site du débat, ainsi que les échanges dans le chat et les questions qui n'auront pas pu faire l'objet de réponses seront reportées sur la plateforme participative. Comme je le disais tout à l'heure aux premières personnes qui se sont connectées, on vous invite vivement à vous renommer par votre nom, prénom, votre organisme, association, entreprise, université. On a une belle diversité de personnes qui se mobilisent dans nos webinaires, donc on a envie de veiller à donner la parole à des personnes assez diverses et représentatives des gens qui sont intéressés par le sujet. Pendant les temps d'échange, on vous demandera, si vous le voulez bien, de lever la main. Ça nous permet justement de savoir qui va envie de prendre la parole et de s'assurer que des personnes qui n'ont jamais pris la parole puissent la prendre et de prioriser des personnes qu'on entend peut-être moins souvent. Et enfin, tout au long de la rencontre, vous pourrez réagir dans le chat, poser des questions, exprimer des remarques. Elles seront toutes analysées par nos soins, par l'équipe du débat et reversées, comme je le disais, ensuite sur le site du débat. Pour me présenter rapidement, donc je suis Chérine Omari, chargée de l'animation ce soir, et je suis accompagnée de mes collègues Claire, qui sera chargée d'analyser le chat, et d'Axel, chargé de la régie, qui s'occupera de tous les soucis techniques. Donc n'hésitez pas à lui écrire directement si vous rencontrez des problèmes. Quelques règles du jeu pour conclure cette introduction. On vous invite à avoir une écoute et un accueil respectueux de la parole de chacune et chacun. On a conscience que les opinions peuvent être différentes sur ces sujets et sur ces débats importants, mais on vous invite à écouter et à accueillir les différences de point de vue. On vous invite aussi à avoir des propos argumentés et compréhensibles, donc éviter autant que faire se peut les acronymes et les mots très techniques. Vous pouvez évidemment les dire, mais en les explicitant pour que tout le monde puisse suivre sereinement ce webinaire. On vous invite aussi à faire preuve de concision et de respect des temps de parole. Vous le verrez à certains moments, il y aura un petit timer, un chronomètre qui vous indiquera où est-ce que vous en êtes dans votre temps de parole. L'idée, ce n'est pas de restreindre, mais de permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Donc, on vous invitera à respecter ces timings-là et je serai celle qui vous embêtera un peu quand il faudra couper court si c'est trop long. On vous invite aussi à respecter le principe de transparence et de traçabilité des échanges et donc à vous présenter lorsque vous prendrez la parole pour que tout le monde sache depuis quel statut vous vous exprimez, si c'est à votre nom, au nom d'une association ou d'une entreprise par exemple. Et enfin, un principe d'inclusion qui tient beaucoup à cœur à l'équipe du débat qui organise le webinaire de ce soir, à savoir essayer de répartir de façon la plus équitable la parole entre différents groupes et donc entendre des personnes qui ne se sont jamais exprimées, en tout cas dans le débat bien sûr, des étudiants, des personnes du groupe citoyen, des personnes là à titre de citoyens intéressés par le sujet. Voilà, en tout cas des personnes qu'on a moins entendues depuis le début de ce débat. Avant d'ouvrir ce webinaire, je vous propose un petit sondage pour découvrir qui s'est connecté ce soir. Donc, il devrait normalement, voilà, s'afficher à l'écran avec trois questions. La première, dans quelle région vivez-vous? Je vous invite à faire défiler cette petite fenêtre pour voir les autres questions. La deuxième, à quel titre participez-vous ce soir? Est-ce que c'est en tant qu'étudiant, journaliste, membre d'association, élu? Et puis, comment vous évalueriez vos connaissances sur l'impact du réseau de transport d'électricité sur la nature, la biodiversité au sens large? Alors, je vois que vous êtes toutes et tous en train de répondre.
Pas de panique pour les personnes qui n'y arrivent pas. Vous pouvez aussi répondre dans le chat. C'est pas obligatoire, mais ça nous permet de découvrir un peu qui s'est connecté ce soir. Alors, je vois que ça bouge un peu moins. Je vous propose qu'on clôture le sondage. Alors, vous voyez apparaître ici les résultats. On a des personnes qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Donc, on a une belle couverture de la France métropolitaine. Et puis ce soir, quelques étudiants, des journalistes, membres d'associations ou de syndicats et beaucoup de membres du groupe citoyen. On vous salue, des professionnels du secteur de l'énergie et des représentants du secteur public et quelques personnes là intéressées par le sujet. Donc c'est justement vous aussi qu'on veut entendre ce soir, qu'on voudrait entendre ce soir pendant les temps d'échange. Et puis sur le niveau de connaissance sur tout ce grand sujet et ces enjeux, on voit que c'est plutôt équilibré. On a quelques spécialistes ce soir, mais on a aussi pas mal de personnes qui se notent entre 1 et 3 sur 5. Donc l'idée, c'est bien ce soir d'avoir plus d'informations pour se forger un avis sur tous ces enjeux d'impact environnementaux. Je vous propose de passer à la suite et de fermer le sondage. Merci pour votre participation. Et je vais laisser Monsieur Jacques Régade nous présenter la soirée et son déroulé. Merci Chérine, bonsoir à toutes et à tous. Donc merci d'être là pour ce webinaire. C'est le 4e webinaire thématique que nous organisons. Et cette fois-ci, donc, nous l'organisons sur le thème des impacts de l'environnement, sur l'environnement que pourrait avoir ce schéma. Donc on n'est pas sur un projet précis, mais sur un schéma, une stratégie nationale. Les fondements de la CNDP, c'est de garantir le droit à l'information, notamment pour les projets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Donc on est vraiment dans le thème idéal pour traiter ce sujet. Les impacts sur l'environnement, donc c'est un sujet assez large. Donc on a choisi, pour savoir comment ces impacts sont identifiés, pourquoi le schéma peut avoir des impacts sur les différents compartiments de l'environnement, comment les éviter, comment les réduire. Finalement, quelle est la valeur ajoutée de ce schéma par rapport aux enjeux environnementaux, de manière à concilier l'intérêt de l'électricité pour notamment la décarbonation, mais également de ne pas le faire au détriment de l'environnement. Donc c'est bien ce sujet-là qui est au cœur de nos réflexions. Ce sont des questions qui ont été identifiées très largement et qui regroupent l'ensemble des acteurs que nous avons pu interroger. Donc nous avons choisi de consacrer 2 séminaires, 2 webinaires à ce sujet. Le premier webinaire, donc c'est ce soir, avec un zoom particulier sur les impacts sur la biodiversité, donc sur les milieux naturels, sur les espèces animales, végétales, sur terre et en mer. Donc c'est vraiment le thème de la soirée. Et nous aurons un deuxième webinaire dans 15 jours, donc le 30 octobre précisément, qui lui sera consacré aux impacts potentiels de ce schéma sur le paysage ou les paysages et sur la santé, santé humaine, santé animale. Donc on a ces 2 sujets. Donc ce soir, on se permettra de recentrer, s'il le faut, les questions sur la question des interactions entre le schéma et les infrastructures linéaires ou les infrastructures ponctuelles sur les enjeux liés à la biodiversité. Donc voilà pour les sujets que nous vous proposons de traiter. On a identifié déjà plusieurs questions et parmi les questions qui ont été identifiées et travaillées, le groupe citoyen, effectivement, s'est penché sur ce sujet avec un peu plus de précision. Et je vais laisser Isabelle Barthes, qui ce soir co-animera avec moi la séquence au titre de l'équipe du débat, présenter les questions qui se sont posées pour le groupe citoyen et qui seront largement traitées tout au long de cette soirée. Merci beaucoup, Jacques, pour cette introduction. Effectivement, je vous propose d'ouvrir la première séquence de cette soirée dédiée au principe d'intégration des milieux naturels dans le schéma de développement du réseau. Et donc, je laisse Madame Isabelle Barthes introduire le travail fait avec le groupe citoyen et puis présenter aussi les 2 membres du groupe citoyen qui vont nous partager leur travail ce soir, qui sont Marie-Ange et Robin. Bonsoir, merci Chérine. Effectivement, pour les personnes qui n'auraient pas suivi les autres webinaires, nous avons choisi
dans ce débat, de faire travailler un groupe d'une trentaine de personnes vivant dans toutes les régions de l'Hexagone, des personnes qui ne connaissent absolument pas a priori les questions de l'énergie et qui ne font partie ni d'associations ni d'entreprises intéressées par le sujet, pour avoir vraiment leur point de vue citoyen sur les impacts possibles de ce schéma. Leur a proposé de travailler sur deux thématiques particulières, mais essentiellement sur les enjeux environnementaux et paysagers et sur les enjeux territoriaux de ce territoire. Donc ces personnes ont des profils divers, elles habitent soit en ville, soit à la campagne, soit en milieu périurbain. Elles ont divers profils professionnels. Les âges, je crois, ça va de 20 ans à peu près 70 ans. Donc voilà, une diversité de profils pour nous permettre d'avoir vraiment cette expertise liée à leurs différences de perception de leur propre lieu de vie par rapport à ces questions-là. On les a réunis une première fois les 19 et 20 septembre pour qu'elles commencent à poser les bases du travail collectif, faire connaissance, découvrir les enjeux du débat public et les enjeux du schéma décennal de RTE. Et puis, ils ont retravaillé ensemble le 30 septembre pour préparer les questions qu'ils vont vous présenter ce soir. À l'issue du débat, ils doivent remettre un travail collectif, un avis citoyen sur les enjeux environnementaux, paysagers, territoriaux de ce schéma. Donc, à travers leur participation dans ce webinaire et dans le webinaire prochain, c'est une façon pour ce groupe de citoyennes et de citoyens que je salue de s'imprégner de ces questions-là pour pouvoir formuler un avis pertinent après en avoir rediscuté entre eux dans d'autres séquences ultérieures. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ce travail-là qui est très important pour nous parce que on sait très bien que dans un débat sur un plan programme qui traite des questions transversales sur tout le territoire national, c'est pas toujours évident d'avoir des simples citoyens et citoyennes, et c'est très important pour nous d'avoir ce point de vue-là à côté de ceux de personnes qui sont beaucoup plus spécialistes de ces questions-là, soit par leur profession, soit par leur engagement associatif. Donc voilà, c'est un travail tout à fait complémentaire. Et je vais laisser tout de suite la parole à Marie-Ange et Robin, qui se sont portés volontaires pour arriver ce soir vous présenter cette première étape de leur travail et les questions qui vont être le fil conducteur de la rencontre de ce soir. Voilà, Marie-Ange et Robin, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez tous? Oui. Nickel. Alors, je vais me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Robin Champeau, donc je suis étudiant en master à Montpellier. Et donc, j'ai été sélectionné pour participer à ce débat public sur ces impacts-là. Et donc, on va pas, du coup, on s'est divisé avec Marie-Ange. Moi, j'ai fait deux questions qui sont sorties du coup de la session du 30 septembre. Et Marie-Ange s'occupera de la dernière. Et donc, la première question c'est quels sont les critères retenus par RTE pour choisir les tracés des nouvelles lignes pour limiter l'impact sur la biodiversité? Et s'il y a un conflit entre enjeux économiques et enjeux de préservation de l'environnement, quel est l'arbitrage fait par RTE? Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, c'est quelles sont les compensations habituellement faites par RTE et comment sont-elles mises en place? Est-ce que c'est de manière automatique? Et comment s'assurer qu'elles soient suffisantes et que la compensation soit faite localement et non dans un autre territoire? Et est-ce que le SDDR prévoit-il des évolutions dans ce type de compensation? Voilà. Je laisse la parole à Marie-Ange maintenant. Bonsoir à tous. Donc, je suis Marie-Ange. Alors, moi, je suis plus étudiante depuis un moment maintenant. Je suis assistante de direction dans la logistique. Je suis en Île-de-France, grande banlieue, à la limite de la Picardie, pas très loin du château de Chantilly, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et moi, la question que je traite, donc, c'est de savoir quelles mesures sont mises en place pour préserver les espèces vivantes à côté des installations électriques
la modification des lignes impacte-t-elle la sécurité des oiseaux? Et aussi d'autres animaux d'ailleurs. Mais enfin bon, les oiseaux, parce qu'on sait que éoliennes, tout ça, voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Merci beaucoup Marie-Ange et Robin et à l'ensemble du groupe citoyen d'avoir travaillé ces questions. On a travaillé de notre côté avec l'équipe du débat un déroulé et des présentations qui devraient vous éclairer sur ces différentes questions. Et je vous propose euh, d'ouvrir justement ces présentations pour qu'on puisse avoir des éléments à échanger plus tard. Alors, cette première séquence, donc dédiée au principe d'intégration des milieux naturels dans le schéma de développement du réseau. Pour en savoir plus, on vous propose d'entendre ce soir Monsieur Fabrice Sitterman, qui est sous-directeur, des politiques durables au Commissariat général au développement durable, donc le CGDD, et Madame Delphine Porfirio, directrice du département concertation et environnement chez RTE, donc le responsable du programme du schéma d'évolution du réseau d'électricité. Monsieur Sitterman, je vous propose d'introduire avec d'abord une première question pour nous expliquer le principe de la séquence ERC, donc on appelle comme ça, mais qui veut dire éviter, réduire, compenser. Nous expliquer de quoi il s'agit et depuis quand elle a été mise en place. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc sur la séquence éviter, réduire, compenser, quelques éléments peut-être un peu généraux sur ce que recouvre cette séquence à travers un schéma qu'on reprend souvent et qui explique assez simplement les choses derrière ces trois lettres: éviter les atteintes à l'environnement, les réduire quand elles n'ont pas pu être suffisamment évitées, et puis ensuite, si possible, les compenser. Et en fait, ce qu'on regarde, et plus particulièrement sur la biodiversité, on le verra plus tard, la séquence ERC trouve beaucoup à s'appliquer en matière de biodiversité, mais elle est plus large par rapport aux enjeux environnementaux. On regarde les impacts bruts d'un projet, par exemple, mais ça peut aussi être à une plus large échelle un plan, un schéma national. On regarde l'ensemble des impacts qu'il peut avoir sur l'environnement. On regarde, et le maître d'ouvrage doit regarder comment est-ce qu'il peut éviter ces impacts-là. C'est tout ce qu'on va appeler les mesures d'évitement, de manière, par exemple, les plus classiques, c'est un évitement géographique, par exemple à l'échelle d'un projet ou dans un plan qui va venir prévoir ou cadrer plusieurs projets, c'est aller éviter les zones, par exemple, où il y a des forts enjeux environnementaux pour aller se mettre dans des zones où les impacts seront plus faibles. Ça, c'est un exemple d'évitement géographique. Il peut y avoir aussi de ce qu'on appelle, par exemple, de l'évitement temporel. Là, ça va être, par exemple, plutôt lors des phases de travaux, de réalisation d'un projet, d'un aménagement. Comment est-ce qu'on fait ces travaux à des époques où il y a le moindre dérangement sur la faune, par exemple, sur les oiseaux, etc. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler de l'évitement. C'est ce qui est à faire en priorité, mais dans un certain nombre de cas, il ne sera pas possible pour un certain nombre de raisons d'éviter complètement l'ensemble des enjeux, des contraintes environnementales. Et donc, il va rester un niveau d'impact. Et ce niveau d'impact, c'est ce qu'on appelle donc les impacts après évitement et avant réduction. Et la deuxième phase, c'est de se dire, ben, ces impacts-là que je n'ai pas pu éviter, comment est-ce que j'arrive, même dans la mesure du possible, à les réduire à travers un certain nombre de mesures de réduction. Là aussi, ça peut être soit pendant la vie d'un projet ou de la conception d'un plan, ça peut être aussi pendant les travaux, comment est-ce qu'on limite les nuisances liées au chantier, par exemple. Tout un ensemble de mesures de ce type-là, c'est ce qu'on appelle la réduction. Donc, après avoir évité, on cherche à réduire au maximum. Et là encore, dans un certain nombre de cas, il y aura des impacts résiduels voilà, qui vont rester in fine sur l'environnement parce que un aménagement, à un moment, il va venir se traduire par une artificialisation de sol, un impact sur certains habitats, certaines espèces, etc., où il restera un certain niveau d'impact. Et ce niveau d'impact-là, il doit être qualifié et s'il est qualifié de significatif ou notable, la dernière étape de la séquence ERC, c'est de dire
que ce niveau d'impact doit être compensé à travers des mesures de compensation qui vont permettre au moins de gommer entièrement cet impact résiduel négatif dans le meilleur des cas, même de générer, en tout cas pour la biodiversité, un gain de biodiversité. Et voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des mesures de compensation. Et encore souvent, l'exemple qui est pris, parce que c'est là où c'est le plus traduit, c'est sur la biodiversité et des mesures de compensation. Ça peut être là où, par exemple, des habitats favorables à telle ou telle espèce ont été détruits par des aménagements. On va sur d'autres espaces situés plus ou moins à proximité, recréer des milieux à travers certaines mesures qui vont permettre à des espèces de s'y développer, recoloniser et donc d'effacer en quelque sorte la destruction qu'il y a pu avoir au préalable. Voilà en quelques mots sur la séquence, peut-être juste très rapidement en historique, et c'est la diapositive suivante, pas pour la dérouler dans le détail, mais pour vous dire déjà en premier lieu qu'en fait cette séquence ERC, elle est finalement très ancienne dans la loi française, puisque c'est dès 1976, dans la loi phare sur la protection de la nature, qu'on retrouve bien ce triptyque, éviter en premier lieu, ensuite réduire et compenser les impacts. Donc on est sur finalement un cadre qui aujourd'hui a presque 50 ans, mais c'est finalement ensuite, au fil des années et plus récemment que ce cadre s'est vraiment mis en application et s'est renforcé, et en particulier en matière, à la fois il a été précisé dans le cadre de ce qu'on appelle l'évaluation environnementale, donc pour les plans et les programmes qui cadrent les projets, et puis pour les projets eux-mêmes, il faut analyser les impacts et chercher à les prendre en compte, à les réduire. Et donc, cette séquence ERC, elle doit se dérouler dans le cadre de cette évaluation environnementale. Et ensuite, à un niveau plus spécifique de la biodiversité, et ça a été précisé, renforcé progressivement, et en particulier dans la loi biodiversité de 2016, cette séquence va s'appliquer en regardant, et c'était l'exemple des mesures que je vous décrivais au début, comment est-ce qu'on évite les impacts sur la biodiversité, sur les milieux sensibles, comment est-ce qu'on réduit et comment est-ce qu'on compense, en particulier sur les habitats et puis sur les espèces protégées. Et la deuxième partie de cette diapositive, c'est pour vous montrer aussi qu'en parallèle de ce renforcement de la prise en compte juridique dans la réglementation française de la séquence ERC, que ça s'est accompagné aussi d'un ensemble d'outils méthodologiques pour donner des orientations, des doctrines, des méthodes aux maîtres d'ouvrage, aux porteurs de projets, pour venir mettre en œuvre cette séquence ERC à travers tout d'abord des lignes directrices, ensuite des guides pour définir ces mesures-là, et puis ensuite, troisième niveau, qui sont des guides vraiment méthodologiques pour dérouler une méthode qui va permettre d'évaluer au mieux les impacts et de regarder comment est-ce qu'ils peuvent être compensés correctement. Merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être poursuivre sur comment concrètement ça encadre les projets d'aménagement et comment cette séquence éviter, réduire, compenser vient réellement faire une protection effective sur les milieux naturels. Et peut-être pour le public, il y a eu une petite coquille sur le timer, donc c'est pour ça qu'on vous a rajouté 2 minutes. Voilà, pour éclairer. Alors, maintenant, concrètement, et comme je le disais tout à l'heure, à travers l'évaluation environnementale, on a cette séquence ERC qui doit s'appliquer à la fois pour les plans programmes et pour les projets. Je vous ai mis, je ne vais pas les détailler, les deux articles vraiment fondamentaux du Code de l'environnement qui vont venir écrire cette séquence ERC pour les projets. C'est la diapositive que vous voyez. Et puis des dispositions assez similaires pour les plans programmes. Donc c'est vraiment sur les deux niveaux que ça doit s'appliquer, même si ensuite vous le verrez vraiment au niveau du projet concret que ça vient se décliner de la manière la plus fine et la plus opérationnelle. Peut-être pour mettre sur la diapositive suivante et voir en fait l'enchaînement
entre cette déclinaison de la séquence ERC à chaque étape, depuis le plan programme jusqu'au développement des projets. On a en fait à l'échelle du plan programme, donc qui est le cadre qui va fixer ensuite la réalisation d'un certain nombre de projets. C'est là que c'est le niveau, je dirais, fondamental pour venir appliquer les premières étapes de la séquence éviter, réduire, compenser, et en particulier l'évitement. Parce qu'on le voit, on constate fréquemment quand on arrive ensuite au niveau d'un projet, de la réalisation d'un projet, bien souvent, un certain nombre d'étapes ont déjà été crantées et il est plus difficile de réaliser l'évitement euh, par rapport à une situation où il a pu être vraiment anticipé et pensé dans le cadre d'une stratégie à une échelle suffisamment large pour regarder quelles sont les solutions d'évitement possibles, quels sont les choix d'implantation qui vont être les plus pertinents. Donc en fait, cette première étape à l'échelle du plan programme, elle va permettre de dérouler la séquence, en priorité l'évitement, ensuite la réduction, voire même déjà à cette étape-là, la compensation, parce que la réalisation des mesures compensatoires, c'est quelque chose qui peut aussi s'anticiper, qui peut être regardé à grande échelle pour voir comment est-ce que les surfaces de compensation, les mesures compensatoires seront mises en œuvre, quels sont les enjeux, quelles contraintes il peut y avoir par rapport à ça, et plus ça pourra être anticipé, plus ce sera ensuite facile à réaliser à l'étape du projet. Donc ça, c'est la manière dont ça s'exprime au niveau du plan programme. Et ensuite, au niveau du projet, donc on va être sur une maille beaucoup plus précise. La séquence ERC, elle va s'appliquer de manière plus concrète par rapport aux impacts précis du projet, mais là aussi, on va quand même redérouler l'ensemble, le triptyque de la séquence, avec à la fois de l'évitement, mais qui va sans doute se regarder aussi à un niveau plus local, plus fin. Finalement, l'évitement, il peut se regarder à la fois sur quel est le site globalement que je vais choisir par rapport à un ensemble possible de sites, et puis à l'intérieur de mon site, comment est-ce que j'évite de manière plus fine tel ou tel enjeu, vraiment surface à enjeu, plus localisé, pour vraiment arriver à un projet de moindre impact. Ensuite, il y a les mesures de réduction, et puis au final, la mise en œuvre des mesures de compensation, elle se fait vraiment, et en matière de biodiversité, c'est cadré par les textes qui vont derrière traduire les procédure d'autorisation des projets, il y a des obligations de compensation qui doivent être définies et validées dans le cadre des autorisations délivrées à ces différents projets. C'est le petit encart que vous voyez là dans la diapositive, où en Mm. fait la séquence versée, c'est un principe, une démarche qui est précisée dans la loi, mais qui ensuite est traduite dans un certain nombre de procédures, dans l'évaluation environnementale elle-même, et donc ça va donner lieu à des avis des autorités environnementales qui vont regarder dans les différents aspects de l'évaluation environnementale cette prise en compte de la démarche éviter, réduire, compenser, là aussi que ce soit pour les plans programmes ou pour les projets. Et ensuite, pour les projets, Me- cette Monsieur, séquence. Oui, Monsieur Sitterman, excusez-moi, on dépasse un peu beaucoup les délais. Je vous propose peut-être de compléter votre propos pendant les questions oui, et peut-être très succinctement expliquer comment on s'assure que les porteurs de projets respectent bien les mesures ERC. Donc la dernière partie de votre présentation, si ça vous convient, très très succinctement oui. pour ne pas trop retarder les autres interventions. Merci. Tout à fait. Donc, ce que je disais justement, c'est que ces mesures ERC, ensuite, au niveau des projets, elles viennent se matérialiser dans des autorisations administratives qui sont délivrées au projet et qui viennent fixer ces mesures qui s'appliquent et que doivent respecter les porteurs de projets. Donc, à partir du moment où c'est défini dans un certain nombre d'arrêtés, notamment d'arrêtés préfectoraux, que ce soit dans des autorisations environnementales ou dans d'autres sortes de procédures, il y a un suivi des mesures et la possibilité pour l'autorité qui a prescrit ces mesures, donc en règle générale le préfet, de venir procéder à des contrôles dans la réalisation de ces mesures et des possibilités en cas de non-réalisation ou réalisation insuffisante ou inefficacité des mesures ERC,
de venir les corriger à travers, par exemple, une modification des prescriptions dans les arrêtés, euh, voire ensuite, dans certains cas, la possibilité d'aller jusqu'à mettre en place des mesures de sanctions ou d'exécution d'office de mesures compensatoires. Donc, il y a toute une chaîne qui est déroulée qui va permettre de s'assurer que ces mesures, elles ont été réalisées, de les suivre. Et puis, l'objectif ultime, c'est aussi de pouvoir s'assurer de l'efficacité réelle de ces mesures. Voilà, je terminerai en disant à l'appui aussi de ce suivi, il y a des outils qui sont dédiés, et c'est la dernière diapositive qui est juste après. Il y a notamment un outil cartographique de géolocalisation des mesures ERC. Et donc, toutes ces mesures qui sont rattachées à tous les projets, elles sont cartographiées dans un outil spécifique qui s'appelle GeoMCE et qui est connecté à un outil de visualisation publique qui est le géoportail. Et donc, chacun peut aller, à travers le géoportail, regarder quelles sont les mesures ERC et notamment les mesures de compensation qui existent sur un territoire donné. Et ça permet à la fois, par exemple, à un porteur de projet qui va regarder où est-ce qu'il peut faire ces mesures de compensation, de voir là où il y a déjà des choses qui existent et comment peut-être avoir des effets un peu mutualisés, avoir un ensemble de mesures de compensation pertinentes. Et ça permet aussi à tout un chacun de s'informer et d'avoir un suivi des mesures qui ont été réalisées. Merci beaucoup, Monsieur Sitterman. Je vous propose de poursuivre. Pour information, hein, les supports de présentation seront sur le site internet. Donc, voilà, les éléments que vous n'aurez pas pu voir, vous les retrouverez sur la page de l'événement sur le site du débat. Je vais laisser Madame Porfirio prendre la suite. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice du département concertation et environnement chez RTE. Et ce qu'on voulait vous demander ce soir, c'est comment cette séquence éviter, réduire, compenser se traduit dans les orientations envisagées par le schéma d'évolution du réseau électrique et quelles articulations vous faites entre le niveau national et local. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et merci, effectivement, ça me donne l'occasion d'illustrer en fait la séquence ERC qui a été très bien décrite par Monsieur Sitterman juste auparavant. Donc, je vous propose donc de présenter la façon dont RTE très concrètement met en œuvre cette séquence ERC. Quelques éléments déjà de contexte pour commencer. Le réseau de transport d'électricité, il fait partie déjà aujourd'hui de notre environnement. On est présent sur une commune sur deux, hein, sur l'ensemble de la France continentale. Et pour pouvoir sortir en fait des énergies fossiles, il est absolument nécessaire de développer le réseau de transport. Alors, sortir des énergies fossiles, c'est éviter en fait des émissions de gaz à effet de serre. Et on parle en fait d'émissions évitées de l'ordre de 60 millions de tonnes de CO2 par an grâce au développement du réseau, à mettre au regard des émissions donc, de CO2 liées en fait au réseau de transport d'électricité qui sont évaluées à un ordre de grandeur de 1 million de tonnes de CO2 par an. Donc, ça vous donne le rapport extrêmement bénéfique en fait, du développement du réseau de transport d'électricité et éviter, enfin en tout cas atténuer le changement climatique, c'est agir pour la biodiversité. Pour autant, plus de réseaux, ça veut dire également une empreinte environnementale qui va être croissante par rapport au réseau. Et pour limiter cette empreinte, donc on va proposer des mesures très concrètes en fait, d'évitement et de réduction. Je peux vous conseiller la lecture. Donc, si vous regardez notre schéma de développement du réseau de transport, de la fiche 14 en particulier, qui va expliciter donc, ces mesures dont je vais vous faire un aperçu pendant notre séquence. Donc, sur la diapositive suivante, je vous propose une petite planche en fait pour bien visualiser en fait de quoi on parle quand on parle d'impact sur les milieux vivants. Aujourd'hui, c'est bien sur les milieux vivants. Ça a été rappelé en début de séquence. Il y a bien d'autres impacts en fait sur le fait de construire une ligne ou un poste électrique, des impacts sur l'activité économique, sur le patrimoine, sur les infrastructures. Ça, on en parlera donc dans 2 semaines au prochain webinaire.
Et donc, quand on parle d'impacts environnementaux, de quoi parle-t-on précisément? Donc là, l'exemple illustre pour une ligne électrique aérienne, mais on aurait pu prendre aussi des impacts pour des postes électriques, pour des liaisons souterraines, pour des liaisons sous-marines. Très clairement, ce qu'on visualise, quand vous avez une ligne électrique, en fait, une ligne électrique aérienne, ça se voit, il y a un impact visuel. Ça peut émettre du bruit. On a des oiseaux qui peuvent entrer en collision dans les câbles électriques des lignes aériennes. Et également, il va falloir entretenir en fait la végétation à proximité des lignes pour éviter que la végétation entre en contact avec les câbles électriques et provoque des incendies par ailleurs. Et enfin, construire une ligne, ça nécessite des matières premières. Donc, pour une ligne électrique, principalement, on va utiliser du béton, de l'acier pour les pylônes et de l'aluminium pour les câbles. Et enfin, pour les lignes sous-marines ou souterraines, on va utiliser du cuivre. Donc, il faut bien avoir tout ça en tête. Ce sont ça les impacts environnementaux dont on parle. Dans la diapositive suivante, donc, je reviens sur la démarche éviter, réduire, compenser. C'était la diapositive juste avant, voilà, celle-là, avec la frise. Donc, la première chose à faire, une fois lorsqu'on veut élaborer en fait un plan programme ou ensuite des projets, c'est d'identifier en fait les impacts potentiels. Donc, pour ce qui est de notre plan programme de développement du réseau de transport d'électricité à 15 ans, en fait, on a réalisé une analyse environnementale qui sera complétée par une évaluation environnementale stratégique qui elle-même sera soumise à l'avis de l'autorité environnementale. Donc, il mettra un avis qui fait partie des différents avis que les différentes autorités émettront sur notre projet de plan de développement du réseau. Alors, la première chose à faire, une fois qu'on a identifié des impacts, c'est de chercher à les éviter. Et ceci, donc, tout au long de la vie du projet. Et donc, comme l'a rappelé M. Sitterman, c'est seulement si on n'arrive pas à éviter certains impacts qu'on va chercher ensuite à les réduire ou à les compenser. Donc, pour éviter ces impacts, au moment de l'élaboration de notre plan programme, mais également au niveau des projets, nous sommes entourés de personnes sachantes sur le sujet, donc des bureaux d'études écologues, des services de l'État et bien évidemment un certain nombre de partenaires comme la LPO avec qui on travaille depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante qui explicite pour le plan programme quelles sont les mesures qu'on propose en fait dans les orientations qui sont aujourd'hui soumises au débat public. La première mesure qu'on propose, la mesure stratégique, c'est une mesure d'évitement et elle consiste à éviter au maximum le passage des nouveaux projets dans des zones qui seront protégées ou inventoriées d'un point de vue environnemental. Ensuite, on a des mesures de réduction qu'on propose qui sont énoncées sur la diapo. La première chose à faire lorsqu'on va construire, non, je pense qu'on peut rester sur cette diapo. La première chose à faire quand on aura des lignes à construire, ça va être d'éviter en fait d'en construire là où on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de prioriser la construction de lignes en parallèle de lignes déjà existantes. Et si ce n'est pas possible, si on est obligé en fait de construire des lignes à des endroits où il n'existe pas de réseau, ce qu'on propose, c'est de mettre en souterrain des réseaux de moindre tension pour une longueur au moins équivalente. Ensuite, plutôt que de construire des lignes, on va regarder si on peut changer les câbles sur les lignes existantes pour pouvoir augmenter la capacité de transit. On va également réhabiliter les lignes existantes. Et également, lorsqu'on construira des pylônes, on va construire des pylônes qui puissent accueillir non pas une, mais deux lignes. Et tout ceci nous permet en fait d'éviter de construire de l'ordre de 30% de nouvelles lignes aériennes et souterraines de par la mise en œuvre de ces principes et de rester avec une longueur totale de rangée de pylônes qui est stable sur l'ensemble de France, donc environ 80 000 km de pylônes. Donc, sur la diapositive suivante, je vous ai illustré la façon dont on co-construit pour chaque projet. En fait, on définit le projet en interaction avec les parties prenantes du territoire. C'est un peu comme un sculpteur qui aurait en fait une ébauche au départ et on va affiner petit à petit le projet étape par étape. D'abord, on va déterminer en fait
qu'on appelle une zone d'étude. On va délimiter une zone d'étude. Donc, sur le petit schéma, donc on imagine qu'on a un projet de ligne à construire entre le point au nord et le point au sud. Et dans cette aire d'étude, on va repérer en fait tous les enjeux qui existent sur le territoire, des enjeux environnementaux, mais également économiques, architecturaux, pardon, la présence d'infrastructures, des bases aériennes, etc. Et donc, la première chose à faire, ça va être de l'évitement géographique, c'est-à-dire qu'on va chercher un tracé ou un couloir qui nous permette d'éviter en fait ces différents enjeux. Ensuite, ce couloir, qu'on appelle aussi le fuseau de moindre impact, va être validé par le préfet. Et une fois qu'on aura plusieurs fuseaux à disposition, on va choisir encore avec les parties prenantes donc le fuseau, le couloir qui présentera le moindre impact. Et pour cela, donc, on a des études environnementales qui sont réalisées, non seulement donc, sur la base d'études bibliographiques, mais également des relevés terrain. Pour être plus concret, je vous propose quelques illustrations rapides en fait, de mesures donc, dans les diapositives suivantes. Une mesure d'évitement que je peux vous proposer, donc là en fait à gauche vous avez le schéma d'une aire d'étude pour un projet qui a eu lieu dans l'Est, une construction d'une liaison à 225 000 volts dans l'Est, où vous voyez effectivement précisément sur cette carte sont repérés les différents enjeux. Et c'est à partir de ces enjeux qu'on va pouvoir définir des couloirs possibles pour notre projet de ligne. À droite, vous avez un balisage pour éviter de porter atteinte à des milieux sensibles lors des travaux. Sur la diapositive suivante, je vous ai sélectionné un exemple d'enjeu sur le milieu marin, parce que vous savez qu'on a également des liaisons sous-marines qu'on crée pour raccorder les parcs éoliens donc, au large des côtes. Et donc là, c'est un exemple de mesure de réduction où on va avoir des personnes qui surveillent, donc nuit et jour, la présence de mammifères marins pour réduire en fait enfin en tout cas, ne pas porter atteinte à ces espèces lorsqu'on sera en phase de travaux. Et enfin, j'ai une dernière diapo qui vous présente un exemple de mesure de compensation. Donc, il s'agit d'un projet de poste qu'on a réalisé dans le sud de la France, un poste sur lequel on a fait tout ce qu'on pouvait pour réduire la surface du poste. On a divisé par 2 la surface du poste, en fait, en le concevant de la manière la plus compacte possible, en mettant des barrières tout autour qui rasent les bâtiments pour vraiment occuper le moindre espace possible. Mais ceci dit, malgré cela, on empiétait sur 1 hectare en fait, de zone qui sert d'habitat et de reproduction et de nourriture en fait, pour des tortues, qui sont les tortues d'Hermann qu'on voit sur la gauche. Et pour cela, donc, on a identifié avec l'aide d'un écologue un terrain de compensation. Donc, pour 3 hectares touchés, on a identifié un terrain pour 1 hectare touché, pardon, donc on a identifié un terrain de compensation de 3 hectares sur lesquels on a recréé en fait les conditions favorables aux tortues. Et donc, on a un suivi sur 25 ans qui est réalisé avec l'ONF sur ce terrain qui nous permet de vérifier que les tortues sont bien là. Et donc, on a des suivis très, très réguliers. Voilà, donc c'était quelques exemples pour illustrer concrètement la mise en œuvre de la séquence ERC. Merci beaucoup, Madame Porfirio. Je vais proposer d'introduire le premier temps d'échange à la suite de ces présentations. On a vu quelques réactions dans le chat, mais avant d'en faire la synthèse et le temps qu'on fasse la synthèse, on vous propose de réfléchir aux questions qui vous viennent pendant 2-3 minutes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réagi dans le chat, hein. Il y a une maigre poignée de personnes qui ont réagi, donc n'hésitez pas, vous aussi, à poser vos questions, à peut-être dire ce qui vous a semblé intéressant, éclairant, ou ce qui manquerait potentiellement comme information. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour y réfléchir, pour les personnes qui ne se seraient pas encore exprimées dans le chat. Merci pour le pouce qu'on voit se lever. Alors, je vois une question de Louis du groupe citoyen. Effectivement,
On a une représentante de LPO qui interviendra en deuxième séquence tout à l'heure, qui précisera un peu les choses. Alors, je ne vois pas beaucoup d'agitation dans le chat. En tout cas, si vous êtes en train d'écrire, continuez et marquez bien votre commentaire. Et en attendant, je vais laisser Claire, ma collègue, nous synthétiser un peu les grandes questions et remarques qui émergent dans cette première séquence. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Je vais vous partager mon écran pour pouvoir, vous montrer un petit peu visuellement les différents sujets qui ont été abordés dans le chat ce soir. Il y a quelques contributions qui portaient sur des sujets un peu annexes au webinaire de ce soir, donc je vous ai répondu parfois par écrit ou si c'est pas encore le cas, je vais le faire pour vous indiquer quelles, modalités du débat aborderont ces thématiques-là. Et là, je vais vraiment me centrer dans cette synthèse sur les sujets en lien avec les impacts du plan d'évolution du réseau électrique sur la nature. On a d'abord, une partie des questions qui s'adressent plutôt au premier intervenant sur, les obligations légales et réglementaires avec une demande de préciser un petit peu quel type de mesures compensatoires existent, peut-être donner quelques exemples pour, illustrer un peu ce qu'est une mesure compensatoire et une question, assez, sur le niveau de publicité, des impacts. Est-ce que, quand les projets se traduisent sur les territoires, ces études d'impact sont rendues publiques et accessibles au grand public? Et ensuite, des questions un petit peu plus, ciblées sur l'impact, du réseau et du schéma de développement de ce réseau. Est-ce que, les nouveaux postes électriques qui pourront être construits dans le cadre de ce schéma de développement doivent respecter la réglementation du zéro artificialisation nette? Donc est-ce qu'ils vont artificialiser de nouveaux terrains? Et est-ce que l'usage de pesticides est prévu pour entretenir ces postes électriques et les alentours de ces postes électriques? Et enfin, une question que j'ai résumée puisque c'était, des échanges dans le chat qui portaient sur les fuseaux de moindre impact. Est-ce que peut-être vous pouvez expliquer, côté RTE, comment sont choisis, les fuseaux de moindre impact pour les lignes haute tension, très haute tension? C'est une question qui est très vaste, mais est-ce que peut-être vous pouvez donner quelques éléments, sur ce sujet? Merci beaucoup, Claire. Je vais proposer à Monsieur Sitterman de commencer à répondre sur ces deux questions. Donc, préciser un peu les obligations légales et puis peut-être compléter après ce que la représentante d'RTE a présenté comme mesures compensatoires, d'autres mesures compensatoires, pardon, qui pourraient exister et le niveau de publicité des impacts sur les territoires pour les citoyennes et citoyens. Oui, alors sur les obligations on va dire d'information et de communication, sur, à la fois les impacts et puis les mesures ERC, notamment les mesures compensatoires. Tout ça est rendu public, à travers, en fait, enfin, notamment quand il y a une étude d'impact qui est réalisée sur les projets, ces études d'impact font partie des dossiers de demande d'autorisation déposés par les maîtres d'ouvrage, font l'objet d'une participation du public et sont donc rendus disponibles dans ce cadre-là, à la fois de l'étude d'impact et puis tous les éléments qui vont être générés derrière. Je pense notamment aux avis de l'autorité environnementale et puis jusqu'aux décisions d'autorisation qui peuvent être rendues sur ces projets-là. Donc tout ça est effectivement public et accessible. Après, sur les exemples de mesures compensatoires, alors c'est assez varié et RTE en a donné quelques exemples. Souvent, dans un certain nombre de cas, ça va être euh, un projet a impacté un certain milieu et qui était favorable à certaines espèces, et donc on va recréer ailleurs un milieu qui va présenter à peu près les mêmes caractéristiques, qui va remplir les mêmes fonctions écologiques. Il peut y avoir des exemples assez simples. Si par exemple un projet a détruit des mares qui étaient des habitats où il y avait des grenouilles, des batraciens, ben, le porteur de projet va recréer à un autre endroit, à proximité, des nouvelles mares, et puis il y aura peut-être des individus, des espèces, des grenouilles qui vont être déplacées d'une mare à l'autre pour qu'elles retrouvent un habitat. Donc ça peut être ça, ça peut être si des zones humides, par exemple, ont été impactées,
il va falloir regarder ailleurs, là aussi à proximité, si des zones naturelles un petit peu dégradées sur le plan hydraulique peuvent être vraiment à nouveau des zones humides qui vont vraiment avoir toutes les caractéristiques de zones humides. Donc il peut y avoir parfois des travaux, c'est ce qu'on appelle de génie écologique, qui vont permettre par exemple, qu'une zone qui a été drainée ne soit plus drainée, va de nouveau devenir une zone humide, que un cours d'eau ou un ruisseau, ce qu'on appelle soit reprofilé pour va s'écouler, ça va permettre de réexprimer tout le caractère hydraulique de la zone. Donc voilà, souvent c'est ça. Et puis il peut y avoir des exemples, et je termine, qui sont pas forcément sur des surfaces à recréer, mais ça peut être aussi, on voit sur des plus petits projets, par exemple en matière de construction, de démolition ou autre. Il peut y avoir vraiment des destructions de nids d'oiseaux. Et là, une mesure de compensation, c'est aller réimplanter des nids, voire des nids artificiels à d'autres endroits pour que les espèces puissent nicher. Voilà, quelques exemples. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être répondre aux questions aussi adressées à RTE. On reviendra ensuite sur les questions que je vois apparaître dans le chat, notamment du groupe citoyen. On y reviendra ensuite. Alors, trois questions nous sont parvenues. La première sur l'impact des nouveaux postes électriques et s'ils sont encadrés par le ZAN, donc le zéro artificialisation nette. Peut-être que ça méritera d'expliquer très rapidement ce que veut dire le zéro artificialisation nette. Si des pesticides sont utilisés aussi dans le cadre de l'exploitation du réseau et s'ils sont aussi compris dans les mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Et puis enfin, un peu préciser le principe de fuseau de moindre impact. Très bien. Donc, deux premières questions qui portent plutôt sur les postes, hein, je dirais. Donc, on a parlé de zéro artificialisation nette. Donc, ça, c'est un principe qui est inscrit dans la loi et qui a été décliné par un décret et qui, en fait, traduit l'ambition de la France de petit à petit, donc d'arriver à ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette au fur et à mesure des projets sur le territoire français. Alors, pour avoir quelques ordres de grandeur en tête, un poste électrique en moyenne a une surface qui est à peu près de l'ordre de 4 hectares en moyenne sur l'ensemble de nos postes. Donc, ça cache une diversité en fait de surface. Et alors, pour ces postes comme pour les lignes, on va procéder toujours à la même séquence. C'est-à-dire que lorsque on va avoir un poste électrique à construire quelque part, on va concerter avec l'ensemble de nos parties prenantes pour trouver, non pas le fuseau, mais cette fois-ci l'emplacement de moindre impact. Et donc, on va prioriser des zones où on pourra éviter en fait les enjeux écologiques. C'est notre première priorité. Si bien évidemment on n'arrive pas à éviter intégralement ces enjeux, on aura des mesures de réduction, voire de compensation, comme celle dont je vous ai présenté l'exemple sur le poste de Crimo. Vous m'avez posé une question également sur la façon dont on entretient les postes électriques. Donc historiquement, effectivement, les postes électriques, donc, ils sont composés en fait d'appareils électriques. Et ces équipements électriques, il ne faut absolument pas en fait, qu'il y ait de la végétation en fait, qui aille toucher en fait, les équipements électriques pour des raisons de sécurité électrique évidentes. Donc, historiquement, on entretenait ces postes avec des produits phytosanitaires pour éviter la pousse de la végétation. Et aujourd'hui, peu à peu, donc, on est en train de faire des aménagements en fait, dans l'ensemble de nos postes. Notre ambition, c'est de convertir en fait, l'ensemble de nos postes pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires. C'est une orientation qu'on a soumise à l'intérieur de nos orientations et qui fait l'objet, comme l'ensemble de notre débat public, d'une consultation actuellement qui est réalisée, qui est proposée par la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, c'est un des sujets parmi ceux que la Commission de régulation de l'énergie soumet à consultation du public. Et je précise également que lorsque nous construisons des nouveaux postes,
d'entrée de jeu, nous les aménageons pour ne pas avoir à utiliser de produits phytosanitaires. Ah, Et il y avait une troisième question sur le fuseau de moindre impact. c'est ça. Voilà, mais qui en fait rejoint les mêmes principes que pour un emplacement de moindre impact pour un poste. C'est-à-dire on va avoir des réunions de concertation en fait, avec l'ensemble des parties prenantes du territoire qui vont pouvoir nous éclairer en fait, sur la base des études qu'on aura réalisées, des enjeux qu'on aura repérés en fait, sur l'ensemble du territoire, qui va pouvoir progressivement donc, définir quels sont les couloirs qu'on appelle les fuseaux de moindre impact sur lesquels en fait, on aura le moindre impact possible, mais alors pas seulement au point de vue environnemental, puisqu'en fait, on va tout prendre en compte, les impacts économiques, des impacts de patrimoine, peut-être que vous aurez du relief à certains endroits et vous ne pouvez pas passer une ligne à certains endroits, des infrastructures routières, ferroviaires également, etc. Donc tout ça doit être pris en compte pour définir ce couloir ou fuseau. Merci, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat venant du groupe citoyen, donc je vous propose de les relayer directement pour qu'on gagne du temps. Peut-être qu'on n'aura pas la possibilité de répondre à tout pendant cette séquence, mais on va essayer. Alors, l'une des questions portées, tout s'adresse globalement à RTE. Donc, une réaction par rapport à ce cas de protection et de surveillance de la stratégie de compensation avec les tortues surveillées pendant 25 ans. Que se passe-t-il au-delà de ces 25 ans? Donc, première question. Et une deuxième question sur peut-être des exemples où où RTE, pardon, a privilégié l'évitement de l'impact écologique en acceptant des alternatives de projets plus coûteuses ou techniquement plus complexes. Ce sont les deux questions, c'est ça? Oui, pour l'instant. D'accord. Vous nous avez demandé donc pour la compensation, là, ce qu'il advenait après les 25 ans, c'est ça? Oui. Donc, après les 25 ans, en fait, ce qui se passe, on a présenté tout à l'heure la séquence ERC, mais pour être complètement complète, il faudra rajouter un petit S à la fin de la séquence ERC, S comme suivi. Donc, on a un suivi, effectivement, pour le cas de figure là, de 25 ans, des suivis qui sont en général de plus en plus longs, et c'est de manière générale, c'est plutôt de l'ordre de 30 ans, voire plus, maintenant qu'on a en fait sur nos nouveaux projets. Et qu'est-ce qui se passe au-delà? En fait, déjà, on va se faire une idée, on se forger une idée en 25 ans de la façon dont les choses ont évolué. Est-ce que la mesure a été efficace? Et donc, au bout de 25 ans, normalement, cette mesure a été construite pour que le milieu devienne stable, en fait, au bout de 25 ans. Et si jamais elle ne l'est pas, à ce moment-là, il pourrait y avoir d'autres mesures qui pourront être prises en complément. Peut-être dans ce sujet, cette quatrième lettre de suivi, il y a eu aussi une question sur comment on s'assure que la reproduction de ces espèces, pardon, n'est pas compromise. Peut-être préciser cet élément-là. Eh bien, en fait, alors, encore une fois, on s'entoure de personnes qui sont sachantes sur le sujet, hein. Les personnes qui font les suivis, ce sont des écologues, ce sont des gestionnaires d'espaces naturels, donc des personnes qui auront effectivement cette connaissance et qui pourront nous apporter en fait les éléments pour s'assurer que tout se passe bien. Et si jamais il y a des mesures correctrices à mettre en œuvre, ce sont les mêmes personnes qui nous conseilleront sur le sujet. Merci beaucoup. Et je reviens sur une question en lien avec une question majeure du panel qui est sur les critères de RTE pour faire ses choix. Voilà, la question que je relevais tout à l'heure sur l'évitement d'impact écologique majeur. Quels sont les choix opérés dans ce cas-là par RTE et est-ce qu'ils peuvent impliquer des projets plus coûteux et plus techniquement complexes pour les éviter? Oui, tout à fait. Ils peuvent intégrer effectivement il n'est pas rare qu'on fasse des détours pour un certain nombre d'enjeux. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement les enjeux environnementaux.
on va regarder vraiment l'ensemble des enjeux sur un territoire. Et, en fait, c'est rare qu'on fasse une ligne droite. Bon, quand vous regardez les cartes, en fait, historiquement, hein, quand vous regardez les cartes du réseau électricité, les lignes qui ont été construites il y a 70 ou 80 ans sont beaucoup plus rectilignes, je dirais, que les lignes actuelles. Donc, dans les enjeux, hein, je rappelle, il y a des enjeux de paysage, des enjeux de cadre de vie hein, vis-à-vis des habitations à proximité, des enjeux également de traversée d'infrastructures ou de relief, des enjeux de patrimoine également, où vous allez avoir des sites classés cette fois-ci pour la protection du patrimoine, des enjeux archéologiques aussi. Enfin, tout ça, il faut qu'on le prenne en compte au même titre que les enjeux environnementaux. Voilà. Merci pour ces précisions. Je vous propose de clôturer ce premier temps d'échange pour avoir le temps d'entendre encore d'autres éléments dans ce webinaire. Il y a eu d'autres questions hein, dans le chat, on ne les oublie pas, on essaiera de les traiter dans la deuxième séquence. Et sinon, elles seront évidemment reportées sur la plateforme participative. En tout cas, je souhaitais relever une question qui a l'air partagée au sein du groupe citoyen, qui a été relevée 2 fois sur la filière et l'impact environnemental de la filière large du réseau d'électricité sur ses matériaux, sur les travaux et une question sur la chaîne de valeur globale que RTE s'engage à respecter au-delà peut-être que seulement l'impact local sur ce qu'on définissait tout à l'heure en matière d'impact sur l'environnement, mais aussi les riverains, le cadre de vie, etc. Je vous propose de garder ces questions en tête et de poursuivre pour un peu plus préciser les interactions entre les infrastructures de transport de l'électricité et les milieux naturels terrestres et maritimes. Pour cela, je vous propose d'accueillir Monsieur Pierre-Édouard Guillain, directeur général délégué Police, Connaissance, Expertise de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, Madame Anne-Gaëlle Verdier, directrice adjointe du pôle protection de la nature à la Ligue de protection des oiseaux, donc l'association nationale LPO, et puis encore une fois, Madame Delphine Porte-Firiot pour RTE, pour avoir aussi le regard du responsable du plan programme. Je vous propose de commencer avec Monsieur Guillain, en tant que représentant de l'OFB, pardon. Est-ce que vous pourriez nous préciser les principaux impacts des infrastructures de transport d'électricité sur l'environnement et quels dispositifs sont mis en place pour limiter ces impacts, peut-être en complément de ce qui a été présenté plus tôt? Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors peut-être déjà un constat, c'est que sur ces questions d'impact sur le réseau électrique, sur la nature, on sait beaucoup de choses. C'est pas toujours le cas dans un certain nombre de projets, de plans ou de programmes, mais on sait déjà pas mal de choses et ça a été évoqué hier, enfin tout à l'heure, pardon, sur le fait qu'un certain nombre de mesures étaient déjà mises en œuvre par l'opérateur RTE ou par d'autres dans le cadre de la séquence éviter, réduire, compenser, ou plus généralement de l'intégration des enjeux environnementaux dans le déploiement d'un réseau électrique. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais qu'on a déjà pas mal d'éléments qui peuvent nous éclairer, à la fois en termes d'expérience et puis de diagnostic. C'est un peu moins vrai peut-être pour le milieu marin, puisque l'installation est récente, mais pour autant, on a quand même des éléments, je vous les présenterai, qui ont pu être faits pour éclairer ce sujet-là, évidemment. Alors, sur la diapositive suivante, donc j'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'effectivement, on pouvait se rapporter aux différentes pressions qui sont connues et documentées par l'IPBES pour parler d'impact sur la nature d'un ouvrage ou d'un projet. Le premier, effectivement, c'est l'artificialisation des sols. Ou la modification des sols, entre guillemets, hein, le fait de changer le milieu, d'artificialiser le milieu. On parle d'artificialisation ou de changement d'usage des terres. Mais c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'on modifie et on rend moins fonctionnel d'un point de vue écologique un sol. Donc ça peut se faire notamment lorsque on va venir faire des travaux, c'est la période pour moi la plus sensible, où on va faire des tranchées, couler éventuellement des fondations, réaliser des différents travaux qui peuvent modifier le sol. Ça veut dire qu'on peut
détruire des espèces protégées, que ce soit de la faune ou de la flore parce qu'elles y nichent, hein, notamment, ou elles y ont des activités de reproduction. Et puis, ça peut être aussi la question, on l'a évoqué tout à l'heure, de la gestion de la végétation sous les lignes, notamment parce qu'on y fait soit des traitements phytosanitaires, mais vous avez entendu la réponse apportée en termes de solutions apportées à ce sujet, ou de travaux mécaniques qui vont consister notamment à faire du broyage ou à faire du débroussaillage, qui peuvent là aussi éventuellement être impactants pour des espèces. On a aussi un effet qui est lié à l'existence de l'infrastructure en elle-même, c'est-à-dire qu'on crée une coupure à un moment, hein, dans le milieu. Ça peut avoir des effets. Tout à l'heure, une personne évoquait les oiseaux, mais là, on peut parler notamment aussi des chauves-souris, par exemple, où l'infrastructure, parce qu'elle est ouverte, va provoquer la rupture d'une continuité, notamment, et empêcher l'espèce d'aller, par exemple, en espèce de pas japonais, se retrouver. Pour autant, on sait aussi, hein, c'est pour ça que je l'ai mis, le fait d'avoir des fois des infrastructures linéaires, et ça a été documenté dans un certain nombre de projets, peut présenter aussi un intérêt parce qu'elle représente une continuité, éventuellement, une ouverture de milieu, par exemple, dans un milieu forestier, pas forcément négatif, parce qu'elle va permettre à des espèces, par exemple, d'aller butiner sur des milieux qui sont ouverts ou d'aller trouver des zones éventuellement sur lesquelles de la prédation peut se faire sur d'autres animaux et donc constituer une chaîne alimentaire. Donc on a un effet qui peut être ambivalent, il faut le mesurer, il faut le regarder en fonction des surfaces concernées, de la diversité déjà présente de milieux et de sa mosaïque. Sur la diapositive suivante, je reviens notamment sur ce qui a été évoqué, qui sera développé, je pense, par la représentante de la Ligue pour la protection des oiseaux. On sait qu'on a une mortalité d'oiseaux qui est causée par les lignes électriques et d'autres structures. Ça, c'est un résultat qui a été donné par l'IENE, qui est une structure partenariale de recherche sur l'effet des infrastructures de transport, qu'elles soient de transport électrique, transport routier, transport ferroviaire, sur l'environnement, notamment parce que on a constaté des mortalités, excusez-moi, par collision ou par électrocution pour la faune volante, en particulier les oiseaux, mais je le redis, ça peut être vrai aussi pour des chauves-souris notamment. De la même façon, on peut avoir du dérangement quand il y a du balisage lumineux aussi qui peut attirer. On a un peu moins d'éléments sur ces éléments-là sur le milieu terrestre parce que c'est pas des infrastructures qui sont non plus très lumineuses, mais il peut y avoir des points de fixation qui peuvent présenter des difficultés, ou notamment parce qu'ils attirent sur des infrastructures sur lesquelles il peut y avoir ensuite une collision notamment. J'ai mentionné l'existence de champs électromagnétiques. On n'a pas des données qui sont tout à fait conclusives sur l'importance et les conséquences des champs électromagnétiques, mais ça peut être notamment souligné dans les rapports de l'IENE. On a aussi pu signaler des questions, notamment au moment de la surveillance des lignes de survol d'hélicoptères ou de drones, hein, ça se fait beaucoup aussi, RTE pourra peut-être confirmer ce point, sur lequel il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérangement, notamment des espèces au moment de leur nidification ou au moment de leur propre vol. Et puis toujours la question, effectivement, de l'entretien de la végétation sous les lignes en fonction des méthodes, je le redis, méthode mécanique, méthode avec des produits phytopharmaceutiques, il n'y a pas de méthode et de solution absolue en la matière, mais il y a une prise en compte à faire à la fois de la temporalité, de la saisonnalité, de la méthode, de la récurrence ou de la répartition spatiale qui doit être pris en compte pour diminuer l'impact. Diapositive suivante. Donc je disais, il y avait différentes pressions que cite l'IBES. Alors le changement climatique, il y a la question des espèces exotiques envahissantes. Je ne l'ai pas traité pour le milieu terrestre ni vraiment pour le milieu marin parce que c'est pas spécifique entre guillemets à ce qui se fait dans le cadre d'infrastructures électriques. Mais effectivement, ne pas apporter des terres exogènes, par exemple, ça fait partie des bonnes mesures de gestion pour éviter, par exemple, l'apport d'espèces exotiques envahissantes. Mais on considère que c'est un impact moindre. Dans les autres pressions de l'IBES, vous avez la pollution. Ça peut arriver, je vais le traiter notamment en milieu marin, par l'apport de produits qui sont, on l'a
l'évoquais tout à l'heure sur les produits phytopharmaceutiques éventuellement utilisés ou qui peuvent être des produits de chantier au moment de la réalisation. Et puis le dernier, c'est le changement climatique. Bon, là, effectivement, on a normalement plutôt avec le renforcement du transport électrique un bénéfice attendu parce que ça doit permettre de décarboner la production d'énergie, mais c'est à voir en fonction du contexte de consommation, etc. Je ne reviens pas sur les avantages positifs, je me concentre uniquement sur les impacts possibles sur la nature. En milieu marin, on a réalisé un référentiel technique, vous voyez, qui est en photo à côté et qui permet de montrer, de quantifier, enfin, d'essayer comment dire, de classifier l'importance des sujets. En milieu marin, on a une modification et une altération des fonds marins, et ça c'est important parce que c'est un substrat important pour un certain nombre d'éléments de la vie marine ou de la colonne d'eau, notamment en phase travaux, parce qu'au moment où on fait par exemple de l'affouillement, on va venir apporter de la turbidité, c'est-à-dire de la mise en circulation de particules. On a des émissions sonores et lumineuses sur ces installations qui peuvent provoquer du dérangement visuel. Et donc, on a dans ce document tracé deux niveaux, des niveaux hauts et des niveaux modérés de pression, essentiellement pendant la phase travaux, moins pendant la phase d'exploitation, parce qu'on fait du remaniement de fonds, on va aller perturber des fonds benthiques, on va, je lui dis, mélanger des éléments, faire des travaux qui peuvent être sonores, et donc il y a besoin de les prendre en compte pour ne pas perturber la faune alentour, et puis de façon plus modérée, il y a de l'abrasion, il y a du tassement, il y a du dérangement visuel éventuellement pour un certain nombre d'espèces, et donc le document que je vous présente là reprend tous ces aspects-là, les détails, et propose aussi un certain nombre de mesures d'accompagnement. Sur la dernière diapositive, je vous ai présenté donc des solutions préconisées. On l'a vu tout à l'heure, c'est l'application de la séquence ER. J'ai souligné le ER en disant que c'est là qu'il y a le plus d'impact à avoir pour limiter justement cet impact, parce qu'en matière de compensation, notamment au milieu marin, on a peu d'offres de solutions possibles. Le dispositif est un peu plus riche à terre notamment, et on a plus d'expérience. Et puis, ça a été dit tout à l'heure par la personne de RTE, il est aussi important de mettre en place des dispositifs de suivi, parce que en matière de vivant, les sujets ne sont pas forcément toujours limpides, et donc on a besoin de regarder si les hypothèses qu'on a fondées, elles se réalisent ou pas, à la fois en termes d'impact et de résolution de ces impacts par des mesures. Et sur la Merci. dernière diapositive, je ne m'étends pas, je vous ai mis un certain nombre de ressources qui sont accessibles, qui vous montrent que voilà, il y a pas mal de projets de recherche, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été publiés, de lignes directrices qui permettent d'aider les porteurs de projets et ceux qui s'intéressent aux projets comme vous à répondre à ces questions d'impact et de mise en œuvre. Merci beaucoup, Monsieur Guillon, pour cet éclairage complémentaire avec ce qu'on a entendu précédemment. Je vais laisser Madame Anne-Gaëlle Verdier venir un peu compléter ce diagnostic des impacts avec une première question sur les impacts des lignes haute tension et très haute tension sur les oiseaux. Merci, bonjour à tous. Peut-être avant de répondre précisément à votre question, je voudrais vous rappeler quand même un chiffre. C'est que depuis 40 ans, on a à peu près 25% des oiseaux qui ont disparu en Europe. C'est environ 20 millions d'individus par an. Et évidemment, concernant plus particulièrement effectivement l'interaction avec les lignes électriques et la vie faune, même si on a encore des difficultés, je dirais, à évaluer précisément la mortalité, on sait que ce sont plusieurs millions d'oiseaux par an qui sont sujets à la mortalité, à des différentes perturbations, dérangements que l'on vient d'évoquer, et tout ça pouvant aussi jouer sur la qualité de la reproduction et donc sur les cycles de reproduction. Alors, les principales, effectivement, pressions que peuvent subir les oiseaux sur les lignes électriques, c'est surtout autour de l'électrocution et de la collision. Toutes lignes confondues, qu'on soit en haute tension ou moyenne tension. Et essentiellement, effectivement, c'est une pression, on va dire, avérée pour surtout les oiseaux de moyenne et de grande taille en Europe, et avec un impact particulier sur les espèces longévives à faible taux de reproduction, comme le gypaète par exemple. Je vous ai mis juste un exemple ici, électrocution et collision réunies, puisqu'il faut quand même distinguer, on n'a pas le même niveau d'impact sur les espèces, mais en tout cas c'est la première cause de mortalité en
France pour l'aigle de Bonelli, on l'a dit sur le gypaète. L'électrocution c'est la première cause de mortalité non naturelle sur du vautour moine, ou encore une cause de mortalité très importante aussi pour les percussions sur l'outarde. Tout ça étant des espèces effectivement protégées. Donc ça, ce sont les deux principales pressions, on va dire. On a également les autres impacts qui ont été évoqués, dérangement des espèces, destruction de nids potentiellement, et globalement tout ce qui tourne autour de l'altération, la destruction des habitats, des continuités écologiques, globalement l'artificialisation des sols. Mon prédécesseur nous a indiqué que c'était une des pressions majeures sur la biodiversité. Et donc, finalement, les lignes électriques participent à cela. Et bien que la transition énergétique, évidemment, soit fondamentale pour réduire les effets du changement climatique, on l'a dit, elle ne peut pas se faire au détriment de la biodiversité. Parce qu'on sait aujourd'hui que la destruction de la biodiversité que nous vivons aujourd'hui, je rappelle qu'on est quand même dans la 6e extinction de masse et que ça n'a jamais été aussi rapide, elle est bien pire encore que le changement climatique. Donc c'est fondamental que la biodiversité soit prise en compte dans la transition énergétique et en particulier dans le développement de schémas aussi ambitieux que le SDDR. Alors, qu'est-ce que fait la LPO avec les co-rapporteurs que vous avez cités pour mieux prendre en compte cette biodiversité? Donc, effectivement, on travaille main dans la main depuis de longue date, ça a été dit, avec RTE et également avec Enedis. Entre autres, depuis maintenant presque plus de 20 ans, on a mis en place un comité national de la vie faune en partenariat donc avec les opérateurs de transport électrique et avec une autre association environnementale qui est FNE. Et donc vraiment l'objectif de ce CNA, c'est une instance de dialogue, de concertation, de discussion, où justement on travaille sur la limitation, essayer de trouver des solutions pour limiter tous ces risques d'électrocution et de collision qui peuvent être causés par les infrastructures électriques sur la vie faune. On a un CNA au niveau national, il peut être aussi décliné en région, on en a peu en région aujourd'hui, uniquement en Aura et Centre-Val de Loire, mais cette déclinaison sur tout le territoire national est possible. Ça a été dit effectivement par Madame Porfirio, on travaille avec RTE de longue date, notamment dans l'accompagnement à cette prise en compte des enjeux de biodiversité, en particulier sur tous les projets de maintenance, d'intervention, de réhabilitation. Un gros travail sur la gestion des nids avec un certain nombre de diagnostics d'occupation des nids, sur leur réhabilitation. On le verra un petit peu plus loin, mais on teste en tout cas régulièrement le déploiement de nouveaux dispositifs. On est évidemment dans la formulation de recommandations, de préconisations. On accompagne la politique de gestion écologique de la végétation. Ça a été un petit peu évoqué par rapport au phyto, mais aussi il y a des choses qu'on tente de mettre en place, en tout cas d'essayer de limiter les interventions, par exemple pendant les périodes sensibles de reproduction, au printemps, etc., etc. Et puis toute une sensibilisation, une formation, non seulement des équipes de terrain d'RTE, mais également de tous ces sous-traitants. On a eu l'opportunité également, en partenariat avec RTE et Enedis, de s'engager dans un LIFE donc qu'on appelle Safe Line for Birds depuis 2023, qui court jusqu'en 2028, à travers avec nos partenaires belges et portugais. Là, l'objectif, c'était vraiment de réduire la mortalité des oiseaux liés aux infrastructures électriques, et en particulier sur des espèces particulièrement impactées, dont celle que je vous ai citée en début de présentation, avec la mise en place donc de nouveaux tests, nouveaux dispositifs anti-collision pour essayer de réduire le risque collision, parce qu'on a quand même constaté l'insuffisance des dispositifs actuels, notamment peut-être vous voyez un certain nombre de spirales qui peuvent être autour des lignes, et on n'est pas d'une part réellement en capacité toujours de bien évaluer l'efficacité de ces systèmes, et on a un certain nombre d'insuffisances. On essaye de travailler sur des dispositifs qui ne sont pas trop lourds aussi en termes d'intervention, parce que là, vous avez à l'image, par exemple, l'exemple d'une avisphère qui est intéressante, mais qui nécessite d'être posée en hélicoptère, donc c'est un investissement beaucoup plus lourd. Donc,
Voilà, on travaille sur de nouveaux dispositifs plus légers. On essaye de réduire aussi le risque d'électrocution, hein, en essayant de neutraliser les pylônes dangereux et la mise en place de plateformes à des endroits particuliers sur les lignes électriques le plus éloignés possible des sources d'électricité. Et puis, de travailler sur cette réduction du dérangement global qui va être lié à la gestion des réseaux électriques, notamment avec la mise en place de zones de sensibilité majeures qui ont été initiées par les DREAL dans le cadre de plans nationaux d'action. Et qui visent à délimiter des périmètres où les activités humaines pourraient perturber les oiseaux nicheurs. On l'a dit tout à l'heure, le survol aérien, les travaux forestiers, l'entretien de lignes, etc., etc. Et ces zones, en fait, sont mises à jour chaque année du fait des données collectées. Et l'objectif, c'est d'essayer d'adapter effectivement les interventions humaines pour éviter les périodes critiques, les périmètres critiques, etc. Malgré ça, j'ai envie de dire, on a encore des impacts environnementaux qui ne sont pas suffisamment caractérisés aujourd'hui. On l'a dit, on a quelques études et des éléments, mais pas de données suffisamment précises quand même pour évaluer la mortalité et l'impact des collisions, l'électrocution sur la mortalité, et pas de suivi réellement de l'efficacité des mesures de réduction mises en œuvre. J'ai évoqué la spirale, voilà, d'autres dispositifs, et notamment parce que par absence aussi de protocoles de suivi de mortalité robustes. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes obligations qu'on va avoir dans le cadre de développement de l'éolien, là où la loi impose à tout exploitant de parc éolien de réaliser un suivi environnemental pour permettre notamment d'estimer la mortalité de la vifaune, enfin, ou toute la faune volante de manière générale, avec un protocole validé par le ministère. On n'a pas d'équivalent pour les lignes électriques. Et je ne me suis pas étendue tout à l'heure sur les nouveaux dispositifs qu'on peut mettre dans le cadre du LIFE, mais l'idée, c'est vraiment de tester des nouveaux dispositifs anti-collision avec une analyse scientifique derrière, ce qu'on ne faisait pas réellement jusqu'à présent. C'est-à-dire potentiellement avec des poses de caméras pour observer le passage des oiseaux, étudier leur comportement, rechercher des carcasses, et avec des lignes témoins, des lignes sans, pour pouvoir effectivement être en capacité aussi d'évaluer, mon prédécesseur l'a dit, l'efficacité de ces dispositifs anti-collision. Et je pense que c'est réellement ce type de protocole qu'il faudrait généraliser à l'avenir, parce que là, le projet Life Safe Lines, c'est 30 km de ligne. Il ne faut pas oublier que le réseau électrique existant aujourd'hui, c'est plus de 80 000 km de ligne. Donc voilà, ça explique cela. Il y a un autre outil aussi qu'on a développé. Madame Verdier, excusez-moi, le temps file malheureusement. Un autre outil très rapide, peut-être c'est une carte de sensibilité sur la vifaune qu'on souhaiterait être un outil d'aide à la décision réellement comme une première étape pour pouvoir choisir les meilleures zones. Mais si je peux me permettre en quelques minutes quand même. Non, je suis désolée d'insister. Malheureusement, on doit aussi entendre RTE ensuite. Mais je suis certaine que les questions viendront vous permettre de préciser ces éléments. Et peut-être quelques éléments quand même, parce que sur les grands principes, je pense que ce que l'on peut retenir, c'est quand même globalement saluer effectivement les efforts qui ont pu être faits sur les nouveaux aménagements, l'enterrage de lignes, etc. Mais, puisque ce n'est pas dans le cadre de ma présentation, il semble quand même très important de savoir sur quels critères environnementaux on se situe pour faire le choix des nouvelles implantations. On ne l'a pas évoqué là, mais en fait, il y a on est les cœurs de nature, c'est-à-dire les parcs nationaux, les réserves naturelles nationales, les zones à fort enjeu pour les espèces. C'est que 3% du territoire national. Il est fondamental de préserver ces zones. Et donc, la logique d'évitement doit s'appliquer. Et il faut aussi pouvoir systématiser les suivis mortalité. Il faut pouvoir mieux caractériser sur les lignes existantes. Et je voudrais juste terminer sur un dernier élément, c'est que il y a des éléments, on peut peut-être sentir la trajectoire dans le SDDR. Néanmoins, il y a quand même un projet sur lequel qui va à l'encontre de tout ce que je viens de vous dire. C'est le projet sur la ligne très haute tension de Fos,
qui passe au milieu de réserves naturelles, de parcs nationaux, qui est typiquement, on est sur une ligne intérieure à double circuit. Et, Merci beaucoup, Madame Verdier. voilà. Excusez-moi, je suis Donc, ça obligée va de être vous important quitter. de pouvoir le resignaler et qu'on ait Merci. un échange Je vous d'explications. propose d'avancer. Excusez-nous, on a pris un peu de retard. On a bien pris en compte tout ce que vous avez présenté. Et vous le voyez, je défile les slides. Il y avait encore beaucoup d'éléments qui pouvaient enrichir la discussion. Donc, voilà, vous les retrouverez sur le site du débat. Pas d'inquiétude. Je vais laisser Madame Porfirio conclure cette séquence en nous expliquant finalement, après toutes ces présentations, ces éléments de diagnostic, comment RTE, dont le métier est de construire et d'entretenir le réseau électrique et de l'exploiter, travaille-t-il à mieux caractériser ces impacts et à les maîtriser sur la biodiversité? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. La première chose à faire, et ça a été magnifiquement illustré en fait par Madame Verdier, la première chose à faire, c'est de s'entourer de personnes qui connaissent le sujet en fait et qui sachent caractériser les impacts qu'une ligne électrique ou un poste électrique peuvent avoir sur la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on est entouré d'un certain nombre de partenaires. On a mis quelques logos là sur cette diapo-là. Ce sont des partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement au niveau national, mais également dans l'ensemble des régions. Donc, on a des conventions de partenariat avec l'ensemble de ces partenaires qui nous permettent de progresser dans notre connaissance de la biodiversité et de mener en fait les actions qui vont être les plus adaptées pour la préserver. D'ailleurs, pour l'élaboration de notre plan de développement du réseau, donc pour les 15 ans à venir, on a travaillé avec l'ensemble de ces partenaires. Donc là, je vous ai mis la date d'un groupe de travail qui a eu lieu il y a 1 an pour pouvoir justement nous aider à élaborer les orientations du SDDR pour pouvoir préserver au mieux la biodiversité. Également, donc, s'entourer de sachants, c'est une chose. Sur la diapositive suivante, je rappelais également qu'il est absolument indispensable de faire progresser les connaissances sur la biodiversité. Donc, nous sommes partie prenante de multiples projets en fait, de R&D pour pouvoir mieux connaître les impacts de nos infrastructures donc sur la biodiversité. On vous a mis un petit QR code que vous pouvez flasher, en fait, qui va pouvoir vous amener donc, sur une synthèse globale de plus de 20 projets donc de R&D sur les milieux marins. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition du public un maximum d'informations et puis pour nous de progresser, en fait, sur la façon dont on conçoit nos infrastructures. Sur l'ensemble de ces projets de R&D, donc là c'est sur le monde marin, mais on en a également donc, sur le monde terrestre. Sur le monde marin, on s'est intéressé à des choses très variées comme les impacts bien évidemment sur la biodiversité marine, mais également donc, les effets des différents projets sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers, la dynamique sédimentaire, écosystémique des dunes sous-marines, ou encore les effets des champs électromagnétiques sur les juvéniles de poissons, ou encore l'analyse éco-toxicologique des protections cathodiques qui sont utilisées dans les matériels qui sont en mer. Donc, c'est vraiment, on a un spectre très large pour améliorer donc, notre connaissance et toujours progresser en fait, dans la façon dont on va construire et ensuite exploiter le réseau de transport. Donc là, très, très concrètement, dans la première séquence, je vous ai décrit un certain nombre de mesures ERC qu'on met en œuvre à l'occasion de projets et également, là, plus concrètement, les grandes orientations que propose le SDDR, donc le schéma de développement du réseau de transport en matière de biodiversité. Je peux les illustrer par 3 exemples qui sont repris toujours dans cette fameuse fiche 14 du SDDR que vous retrouvez à partir des pages 140 et quelques de notre proposition de plan d'adaptation du réseau. 3 exemples phares. Donc, une première ambition, en fait, qui est de passer l'intégralité de nos postes électriques en zéro phyto, ce qu'on appelle les zéro phyto. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans la séquence questions-réponses.
Donc là, vous avez un poste tout vert sur la photo, mais c'est un poste sur lequel, en fait, on a aménagé le poste pour pouvoir végétaliser en fait, le sol et utiliser des essences locales qui ne poussent pas très haut, en fait, et qui ne vont pas à entrer en fait, en contact avec les équipements électriques. Et donc, ça va nous permettre de nous passer intégralement d'utilisation de produits phytosanitaires pour nos postes électriques. Et notre ambition, c'est de les déployer progressivement sur l'ensemble de nos sites. Une deuxième action phare, non, toujours la même diapo. Une deuxième action phare, s'il vous plaît, si on peut revenir, voilà ça. On en a parlé également tout à l'heure au cours de diverses interventions, c'est l'entretien de la végétation, donc aux abords des lignes. Vous savez qu'on ne peut pas se permettre en fait, de laisser pousser la végétation qui rentre en contact avec les câbles qui conduisent l'électricité, parce qu'en fait, on aurait des risques d'incendie en fait, qui sont liés à ça. Et donc, on entretient la végétation aux alentours des lignes. Et notre ambition, d'ici début 2029, c'est d'arrêter complètement une technique qu'on appelle le gyrobroyage, qui consiste en fait à passer avec une machine et à couper très ras en fait, la végétation sous les lignes. Donc d'ici début 2029, notre ambition, c'est de ne plus avoir recours à cette technique sur la période qu'on appelle du printemps. C'est un grand printemps, ça court du 15 mars au 15 août. C'est la période en fait, à laquelle se reproduisent les oiseaux et à laquelle ils font leur nid. Donc ça, c'est vraiment un vrai défi, parce on entretient 11 000 hectares par an de végétation. Et donc, il faut avec des partenaires, qu'on trouve d'autres moyens de faire. Donc, on fait ce qu'on appelle des aménagements durables de la végétation, avec des végétations étagées, des prairies fleuries, de l'éco-pâturage, etc. Et ça, il faut que ce soit fait avec l'ensemble des personnes qui sont propriétaires ou gestionnaires des terrains qui sont surplombés par nos lignes, parce que vous savez qu'on n'est pas propriétaire en fait, des terrains sous nos lignes. Et enfin, donc la troisième illustration, là, cette boule que vous voyez là de près, c'est ce qu'on appelle une balise avifaune. Alors, il y en a plusieurs types et on en développe de nouvelles, parce que plus on progresse dans la connaissance en fait, des oiseaux, plus on développe en fait, de nouvelles balises, en partenariat bien évidemment avec la LPO, pour pouvoir rendre visibles en fait, les câbles électriques et éviter la percussion des oiseaux sur les câbles. Ça a été rappelé effectivement très justement par Madame Verdier, l'ensemble des actions qu'on réalise sur le sujet. Et les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, je précise, sur la mortalité des oiseaux, c'est bien tout niveau de tension confondu. Voilà, sachant que la mortalité sur les lignes à très haute tension est moindre que sur les lignes à plus faible tension. Tout simplement parce qu'en fait, les câbles électriques sont isolés dans l'air. Donc, plus la tension est élevée, plus vous allez avoir un écartement en fait, entre les différents câbles. Et plus c'est facile pour les oiseaux de passer au travers des câbles. Donc, on a moins de mortalité sur les ouvrages de transport d'électricité que sur les ouvrages de moindre tension. Enfin, donc, une dernière diapo pour vous dire qu'au-delà de ce qu'on fait en termes d'évitement, de réduction et de compensation, on peut dans certains cas aussi avoir des infrastructures qui sont favorables à la biodiversité. On a parlé tout à l'heure, j'ai vu le balbuzard là, qui est au milieu là, sur une photo, une illustration de la LPO. Je pourrais vous parler également des cigognes, qui était une espèce en voie de disparition dans les années 70. Maintenant, on n'avait plus que quelques couples. Maintenant, on a à peu près 5000 couples, en fait, 5000 cigognes aujourd'hui en France. Et alors, elles adorent s'installer sur les pylônes parce que globalement, il n'y a plus de grands arbres à proximité, en tout cas moins que par le passé. Et en fait, ce sont des emplacements de choix pour les cigognes, surtout s'il y a des marais en dessous ou de la nourriture à proximité. Et donc, on travaille pour éviter à tout prix l'électrocution de ces cigognes, à mettre des plateformes pour supporter les nids qui font quand même à peu près 400 kg par nid. Et puis ensuite, j'aurais pu vous parler des chauves-souris aussi, mais ça, je peux vous en parler dans les questions-réponses par la suite, parce que je crois que j'ai atteint mon temps. Et comme dit en introduction, en fait, vraiment le but de ce schéma de développement du réseau, c'est vraiment d'accompagner la transition énergétique. Et accompagner la transition énergétique, c'est donc atténuer le changement climatique. Et le changement climatique, c'est effectivement l'une des causes majeures d'effondrement de la biodiversité, comme ça a été rappelé. Et donc ça aussi, c'est favorable en fait à la biodiversité.
Merci pour cette présentation. Je vais proposer d'ouvrir le deuxième et dernier temps d'échange avec une séquence, une synthèse d'abord du chat réalisée par ma collègue Claire. Bonsoir à nouveau. Je vais vous partager une deuxième fois mon écran. Peut-être pour garder du temps pour les échanges à l'oral, je vais vous relayer rapidement ce qui s'est dit dans le chat et on n'aura peut-être pas le temps d'apporter toutes les réponses ce soir, mais dans tous les cas, les questions restées sans réponse seront versées sur la plateforme participative du débat sur laquelle vous pourrez obtenir des réponses écrites plus détaillées et circonstanciées que ce qu'on pourrait avoir le temps de traiter ce soir. Donc on avait beaucoup de questions assez précises sur les impacts sur la biodiversité, sur certaines espèces par exemple, notamment sur les chauves-souris que vous mentionniez, à la fin de votre présentation madame Porfirio, sur les conséquences des, champs électromagnétiques sur les pollinisateurs ou encore les impacts sur la migration de certaines espèces d'oiseaux, sur les poissons aussi, les impacts des champs électromagnétiques. Donc voilà, des questions sur les différents types d'espèces. Et ensuite, face à ces impacts, quelles sont les mesures qui sont prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser? Par exemple, madame, Verdier mentionnait la neutralisation de pylônes dangereux. En quoi est-ce que cela consiste? Comment se passe la compensation en milieu marin, qui est un milieu, particulier que vous avez également évoqué au sein de vos présentations? Et enfin, est-ce que le SDDR prévoit bien de mettre en œuvre les mesures de gestion alternative de la végétation autour des postes électriques? Merci beaucoup, Claire. Comme on le disait tout à l'heure, on vous propose de pas forcément répondre à toutes ces questions. Elles seront reportées sur la plateforme participative et vous aurez bien sûr des réponses. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un temps d'échange pour un peu entendre vos voix et ne pas seulement réagir au chat. Et en prenant des mains levées si ça vous convient, et en priorité de personnes qu'on n'a pas encore entendues. Je vois beaucoup de réactions du groupe citoyen. Est-ce que ça vous conviendrait de prendre la parole et peut-être de réagir à la présentation que vous avez eue ce soir? Peut-être les personnes qui ont introduit ce soir, Marie-Ange et Robin, si ça vous convient. Alors, je ne vois pas de personnes arriver. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Est-ce que vous voudriez réagir? Ou peut-être des étudiants qui se sont connectés ce soir. On essaie un peu d'entendre de nouvelles personnes ce soir. Vous avez beaucoup réagi dans le chat, donc n'hésitez pas à nous partager ce que vous retenez peut-être ou ce qui vous questionne à la suite de cette deuxième séquence. Alors, j'ai cru entendre un micro s'ouvrir. Pas d'inquiétude, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre la parole. On n'a pas besoin d'être expert pour s'exprimer sur le sujet. Dans ce cas, je vous propose peut-être d'avoir plus Je de... veux bien parler. Ah, Allô? j'entends quelqu'un. Ah, allez-y, monsieur, vous avez le micro fermé. Vous avez le micro fermé, monsieur. Là, vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Je veux bien prendre la parole parce que j'ai une expérience de 36 années de maintenance sous les lignes aériennes. J'ai participé à la réintroduction des cigognes en Pays de Loire. J'ai participé au premier contrat avec les chasseurs dans le sud Vendée pour la biodiversité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des plantations dans le poste de Cordemais pour voir l'impact des pesticides à l'époque où on traitait. Donc, je pense que RTE actuellement, et même le CNDP, manque de références historiques. Donc, je suis prêt à vous aider et à participer. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne d'autres contributions. En tout cas, pour les personnes qui souhaiteraient contribuer à apporter de la ressource, vous pouvez le faire volontiers sur la plateforme participative. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Enfin, oui.
Alors, allez-y. Oui, Éric Sartori, Piébienne. Ça fait- Allez-y, monsieur. Oui, d'accord. Ben, merci. Piébienne, donc c'est préserver l'identité environnementale de la Bretagne et des îles contre l'éolien en mer. Je voudrais quand même faire une précision qui, à mon avis, a manqué, c'est que RTE n'est pas en charge de la politique énergétique de la France. RTE ne représente pas l'intérêt général. RTE, dans ce débat, et surtout dans ce débat, est une partie prenante comme les autres, et dont l'une des raisons d'être est d'ailleurs d'installer des câbles électriques, ce qui quand même crée, disons, un certain conflit d'intérêts avec la biodiversité, par exemple. Donc, c'est dommage que ça ne soit pas signalé et qu'il n'y ait pas de véritable débat. Puis, je voudrais rappeler, on a entendu des choses, beaucoup de choses très, très vertueuses, de très beaux propos. Je voudrais rappeler que RTE a été condamné par le tribunal de Bayonne pour ses travaux sur la ligne, sur la connexion Gila. Donc, l'interconnexion entre l'Espagne et la France, une interconnexion sous-marine, et que RTE a été condamné à suspendre ses travaux, certes temporairement, parce que il n'avait pas pris les précautions nécessaires pour que les sonars ne blessent pas ou enfin, ne créent pas de dommages sur les cétacés. Donc non, RTE n'est pas toujours, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il faudra toujours regarder ce que fait RTE de près? Est-ce qu'il faudra les poursuivre devant les tribunaux pour qu'ils suivent pour qu'ils suivent les préconisations qui sont recommandées? Voilà. Et puis, bon, Merci pour. beaucoup. Je Ouais, vois une autre main levée. Merci pour votre question sur le ouais, suivi des ouais, enfin, il mesures. y a encore beaucoup de choses à dire sur l'éolien en mer. Merci À la limite, beaucoup. sur Merci beaucoup. Excusez-moi, on essaie d'avoir le plus de personnes. Monsieur Lucchesi, Jean-Laurent Lucchesi, si vous voulez intervenir également. Bonjour à tous. Jean-Laurent Lucchesi du collectif THT 1330. Donc une question pour RTE que j'ai trouvé fort angélique dans un débat global. Et il y a une expérience en PACAR récente sur la mise en place d'une ligne très haute tension. Alors la présentation de la LPO n'a pas permis d'aller jusqu'au bout où elle pointait cette zone qui est considérée comme une zone, la seule hotspot de biodiversité de France sur lesquels les impacts ne sont pas compensables. Et moi, je suis très surpris que l'expérience de ce débat qui a lieu dans le cadre de la CNDP ne soit pas utilisée pour essayer d'éviter les mêmes problèmes sur les 4000 km à construire dans d'autres régions dont certaines auront des valeurs de biodiversité tout à fait égales. Merci beaucoup. Merci pour ces deux questions. Oui, Je vous propose. question également. Excusez-moi, je ne vois pas qui est en train de s'exprimer. Je vous invite à lever la main pour qu'on. Ferté, Christian Ferté. Allez-y. Oui, donc c'était sur le suivi, puisque à la fois la LPO et en même temps Monsieur Guillain de l'OFB montre qu'il y a effectivement un suivi effectué, mais on n'a pas eu de résultats sur ces suivis. D'ailleurs, la LPO nous dit clairement que pour le moment, elle n'en a pas vraiment et que elle a cité par exemple les caméras qui pouvaient être installées. Bon. Et c'est la même chose pour l'OFB, c'est-à-dire que des suivis d'impact ou de non-impact sur 20 ou 25 ans, pour le moment, on n'en a pas. Donc, ça veut dire qu'on a simplement des impacts sur le court terme, mais si j'ai bien compris, pas sur le moyen et le long terme. Merci pour votre question. Je propose peut-être de laisser RTE réagir et compléter, parce qu'on a déjà abordé en première séquence ces sujets de suivi des mesures, et peut-être avoir un regard sur quel retour d'expérience on peut avoir, puisque pour l'instant on étudie à court terme. Ça n'était pas forcément fait préalablement, ces séquences d'éviter, réduire, compenser. Comment on peut envisager aujourd'hui le long terme et garantir des résultats? Donc sur la question du suivi qui a été posée par Monsieur Ferté, donc effectivement, oui, ce sont des mesures de compensation qui ont été mises finalement relativement récemment à l'échelle de l'histoire du réseau de transport d'électricité. Donc bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va suivre
sur la durée avec des prestataires pour nous, des gestionnaires d'espaces naturels, des écologues, donc qui vont suivre ça de près. Sinon, je pouvais répondre également à M. Sartori pour lui confirmer qu'en effet, RTE n'est pas en charge de la politique énergétique de la France, hein, ce n'est pas la mission de RTE. En revanche, RTE a une mission de service public, hein, qui est d'alimenter, de transporter l'électricité partout en France, donc sur les niveaux de tension, de haute et très haute tension qui nous ont été, qui font l'objet d'une concession en fait. Merci pour ces précisions. Je propose peut-être aussi de répondre à une question qu'il y avait dans le chat et peut-être d'entendre d'autres personnes. Madame Verdier, si vous êtes encore en ligne. Il y a eu aussi des questions sur le trajet migratoire des espèces d'oiseaux, s'il y avait des chiffres qui pouvaient montrer des perturbations ou non à ce stade. Alors, on n'a pas d'études, à ma connaissance, en tout cas, qui mesurent cet effet-là. Après, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où les collisions et les interactions, voilà, sont une source de mortalité majeure pour les oiseaux, y compris parmi les oiseaux migrateurs, puisque parmi les espèces sensibles qui ont été citées, on a quand même un certain nombre d'oiseaux migrateurs. Donc forcément, ça a un impact sur la trajectoire. Après, je ne pourrais pas vous dire précisément ce que ça donne. Peut-être que c'est des études qui pourraient être menées. Et ça va dans le sens, effectivement, de la question précédente, qui est de dire comment est-ce qu'on... quels sont les suivis effectivement qu'il faut qu'on mette en place, hein, les suivis, la déficience de suivi que l'on a. Et pour répondre à cette question, c'est justement sur les suivis de mortalité, les suivis de mortalité robustes qui n'ont pas été mis en place. Ce que j'ai exprimé sur les tests de nouveaux dispositifs anti-collision avec la pose de caméras, etc., c'est justement pour pouvoir documenter, au-delà de l'efficacité aussi du test, documenter effectivement de façon plus précise les niveaux de mortalité, d'interaction, le comportement des oiseaux sur le passage des lignes. Et c'est vrai que ça, là-dessus, on n'a pas suffisamment de recul. Contrairement, on en a plus, c'est paradoxal quand même, avec l'éolien qui est une énergie développée beaucoup plus récemment, mais on en a plus parce que tout simplement, ça a été imposé par la loi. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont obligatoirement à développer et qui sont fondamentales pour le choix ensuite des sites, quoi. Parce que sinon, on peut pas évaluer les impacts, on peut pas, enfin, après, on est sur une projection très, très large et beaucoup plus restreinte. La carte heatmaps de sensibilité est un premier élément, mais ça nécessite également de pouvoir mesurer, d'être en capacité de mesurer l'ensemble des autres impacts modulés, cumulés, etc. Et dans le choix d'un site, et dans le choix ensuite est-ce qu'on fait de l'aérien ou de l'enfouissage de réseau, c'est fondamental. Merci Et ça, beaucoup. c'est vrai que c'est un point de vigilance qui n'est pas encore peut-être suffisamment explicite dans le cadre du SDDR et qu'il est important d'avoir des précisions sur tous ces critères qui pourront être pris en compte dans le choix des tracés. Merci. Merci. Et justement, je vais proposer de conclure le webinaire avec des éléments, peut-être des précisions sur l'intérêt de l'enfouissement des lignes très haute tension et puis refaire le lien avec ce qu'on tire aussi comme enseignement du débat de Fos et des différentes alertes sur les impacts. Peut-être avant ça, je vois Monsieur Guillain qui certainement veut compléter des éléments sur les impacts avifaune. Je vous en prie. Oui, merci. Juste pour signaler effectivement sur cette question de suivi, et ça a été indiqué par Mme Verdier, on a mis en place deux observatoires, l'Observatoire national de l'éolien en mer, sur lequel je vous invite à aller consulter notamment les produits des recherches qu'on a fait mener justement pour outiller, surveiller et documenter ces éléments. Effectivement, on a une part encore d'inconnu, hein, ça c'est très clair, mais on a engrangé pas mal d'études. Et puis la même chose, un peu différemment, puisqu'il n'y avait pas de projet de recherche, c'est plus l'idée de concaténer tout ce qu'on avait sur le dispositif, qui est l'Observatoire national des énergies renouvelables, qui s'intéresse à toutes les formes, hein, éolien, hydroélectricité, biomasse, etc., et qui est cette fois-ci tourné vers le terrestre. Vous les trouverez en lien sur le site de l'OFB. Merci beaucoup, monsieur. Je vais proposer de poser deux dernières questions à Madame Porcherio
pour RTE, donc réagir à cette question des enseignements, des différentes alertes émises pendant le débat de Fos, et notamment sur la THT d'Arles. Et puis, en complément, enfin, ce qui a été dit aussi, c'est comment ça tire des enseignements pour les autres territoires qui pourraient avoir des protections, des niveaux de protection environnementale de même type. Et puis aussi des précisions sur la pertinence des lignes très haute tension et en quoi ça entre en contradiction peut-être avec des enjeux de coût et de faisabilité. Oui, merci pour me donner la parole. Donc, on a parlé effectivement des projets de RTE donc, sur la zone de Fos, hein. La zone de Fos, de Fos-sur-Mer, donc c'est une zone où on a un certain nombre d'enjeux, dont des enjeux de décarbonation en fait, de la zone industrielle. Donc, nous avons un projet qui a fait l'objet d'une concertation en propre depuis juin 2023 et également un projet qui a été évoqué dans le cadre du débat public global qui a été mené par la CNDP sur le territoire Fos-Berre-Provence. Donc, ce projet de RTE vise à renforcer l'alimentation électrique globale du sud-est de la France, hein, puisque 60% en fait, de la consommation d'électricité sur cette zone-là provient de la vallée du Rhône. Et ce projet, non seulement il renforce cette alimentation, mais en plus, il permet de décarboner la zone industrielle de Fos. Alors, très, très clairement, la stratégie qui a été appliquée finalement pour pouvoir définir le projet qu'on pourrait mettre en œuvre sur Feuillane-Jonquière, c'est la stratégie qu'on retrouve dans le SDDR. D'abord, on a commencé par renforcer le réseau existant, donc on a renforcé un certain nombre de lignes tout autour de Fos et on est en train de procéder à ces renforcements-là. Et lorsque ça s'avère nécessaire, et c'est le cas donc, dans notre région, à ce moment-là, donc on doit construire un nouvel ouvrage, mais bien évidemment, lorsqu'on construit un ouvrage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va mettre en souterrain l'équivalent sur des niveaux de tension inférieurs. Sur la question des lignes aériennes et des lignes souterraines, il faut bien avoir en tête qu'on a des choses un petit peu différentes en fait en fonction du niveau de tension. Lorsque vous avez un niveau de tension à 400 000 volts, qui est le plus haut niveau de tension sur le réseau français, il est extrêmement difficile de réaliser des lignes souterraines à ce niveau de tension en courant alternatif. Et donc, la stratégie que propose le SDDR, le schéma de développement donc, du réseau de transport, c'est de recourir à la technologie aérienne pour le 400 000 volts. Et enfin, en revanche, pour les niveaux de tension inférieurs, donc 63 000, 90 000 et 225 000 volts, ce sera également donc, une technologie aérienne qui sera proposée en première approche, sauf dans 4 cas qui sont énoncés donc, dans notre proposition de plan, lorsqu'on va raccorder des nouveaux usagers, lorsqu'on va renforcer dans des endroits où on n'a pas actuellement de lignes électriques, donc des lignes en fait en tension 63 000 et 90 000 volts. Dans les zones urbaines également, on va procéder donc à une technologie souterraine. Et enfin, les zones où il existe des enjeux écologiques très forts et où le passage en souterrain constitue une alternative pertinente et démontrée, on va recourir donc, pour ces niveaux de tension à une technologie souterraine. Ça, c'est rappelé. Alors, je vous ai fait beaucoup de pubs pour l'instant pour la fiche 14, mais là, cette fois-ci, c'est la fiche numéro 13 qui s'appelle « Choix technologique ». Merci beaucoup. Je vais vous proposer de conclure ce webinaire. On a conscience qu'il y a certainement des questions qui restent en suspens ou des besoins de compléments. Alors, je vois une dernière main levée. Ah, monsieur, je vous prie de m'excuser, mais vous avez déjà pris la parole. Je vais donc vous proposer de conclure pour finir 5 minutes en retard. Nous avions commencé à 18h35. Vous précisez que vous aurez tous les liens en parallèle de la conclusion si vous voulez aussi déposer des questions sur la plateforme participative. Voilà, regardez bien le chat. On va vous partager maintenant tous les liens. Et je vais laisser Jacques, membre de l'équipe du débat, conclure ce webinaire. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Donc, effectivement, un webinaire qui a été
très riche, hein, un sujet technique, mais je trouve qu'il a été très bien traité par les intervenants et popularisé par les intervenants. Donc moi, il y a quand même des questions très techniques qui vont être traitées plus tard dans le système questions-réponses ou qui seront précisées. Il y a quand même des questions transversales qui ressortent et sur lesquelles j'aimerais revenir rapidement. La première, c'est effectivement comment concilier l'objectif de décarbonation qui présente des avantages et un intérêt pour la biodiversité et faire en sorte que ce projet, ce plan ne nuise pas à la biodiversité. Donc, on a un équilibre à trouver et donc des plus-values à trouver. Peut-être également s'interroger, dans le cas de travailler sur plus de précision, plus de valeur ajoutée du schéma lui-même, compte tenu des retours d'expérience qui ont été mis en évidence par les différents programmes de recherche ou de suivi, mais également compte tenu du retour d'expérience qui peut être acquis sur des projets similaires ou sur des projets en cours de développement ou de concertation. Ça a été indiqué. Donc, il y a un élément important qu'il faut qu'on prenne en charge effectivement dans le questionnement du projet. Et puis, troisième question assez transversale et structurante, c'est quelle transposition finalement des principes qui sont énoncés dans le schéma lui-même vers la mise en application projet. Donc il y a effectivement ce passage du schéma au projet, et notamment, ça a été dit par Delphine Porfirio, sur les principes qui vont s'appliquer dans certains milieux sensibles, dans différents types de contraintes. Donc on a trois questions qui sont posées hein, et qui ressortent des interventions sur lesquelles je pense qu'on aura de quoi approfondir au-delà des questions plus techniques qui ont été abordées par les intervenants et puis par les participants au webinaire. Deuxième point, c'est l'usage et les références aux différentes ressources. Je signale également qu'il y a eu un travail important de fait en matière de cartographie, puisque vous avez cité notamment la LPO, la nécessité de préserver les zones, les aires protégées identifiées pour la protection de la biodiversité en particulier, mais on en parlera également pour le paysage la semaine prochaine. Donc l'outil cartographique s'appelle Cartelec, qui est à votre disposition, vous permet de visualiser le réseau, les enjeux environnementaux sur le territoire, la mise en place des nouvelles lignes et est-ce qu'elles interceptent ou non des aires protégées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir, regarder, vous documenter. Il y a également beaucoup de documentation qui sera disponible à partir des références de l'Office français pour la biodiversité, ceux du maître d'ouvrage évidemment, qui vous permettent d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ces sujets et dans éventuellement les questions que vous vous posez. Et puis, encore une fois, donc, ce webinaire était vraiment centré sur les enjeux de biodiversité et je pense que c'était nécessaire hein, de prendre 2 heures pour en parler. Donc, nous aurons dans 15 jours, donc le 30 octobre précisément, un webinaire donc, consacré aux enjeux paysagers et les enjeux en matière de santé humaine et de santé animale. Donc, 3 sujets à part entière, mais qu'on a regroupés sur un seul webinaire, qui seront traités donc le 30 octobre. Donc voilà, donc on a effectivement des questions, des réponses qui ont été apportées en séance par les intervenants et je les remercie, et donc des sujets qui seront éventuellement développés ou approfondis à partir des questions que vous nous poserez sur le système questions-réponses et sur la plateforme du débat. Moi, je tiens à remercier les 4 intervenants de ce soir, donc Fabrice Sitterman pour le CGDD, Pierre-Édouard Guillain pour l'Office français pour la biodiversité, Anne-Gaëlle Verdier pour la Ligue pour la protection des oiseaux et bien entendu Delphine Porfirio pour RTE. L'effort pédagogique était important, hein, donc pour une matière qui n'est pas forcément toujours facilement accessible. Donc merci de votre effort. Merci pour vos réponses. Il y a des sujets qu'on développera ou qu'on approfondira. En tous les cas, je pense que sur les 2 heures de webinaire, ça a été bien abordé. Merci à l'équipe d'animation, Chérine, hein, pour le travail de distribution de la parole et pour le timing qui a été tenu. Et je ne voudrais pas l'amputer des quelques minutes. Donc, je m'arrêterai là. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Bonne soirée et à très bientôt sur de prochains événements. Merci pour votre mobilisation.